Salut tout le monde, encore une fois, podcast de Québec Hunter. Merci d'être là, merci de nous écouter, de nous suivre. Je leur dis rapidement, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, mettez des étoiles, des likes, tous les cossins que vous pouvez mettre. Ces affaires-là, ça nous aide beaucoup. Ça fait grossir les pages, puis ça fait qu'il y a de plus en plus de monde qui le voit, etc. Parlez-en à vos chums, vos blondes, votre cousin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis l'autre qui vit en Ontario. Que ça grossisse. Si vous avez du monde en France, ah ouais, puis s'il y en a qui veulent, s'il y a des Français qui veulent venir sur le podcast, ben on va y aller, ça va être drôle. Marcello, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Encore une fois, on a un beau line-up d'invités. Quoi qu'on les a déjà vus, eux, dans notre spécial Sauvagine. On les a déjà eus, spécial Sauvagine. Puis là, au cinéma, ils appellent ça briser le quatrième mur ou quelque chose de même, là. On enregistre les deux podcasts le même soir. On s'est juste tous changé de t-shirt. Pat, t'as-tu changé de t-shirt, toi? Oui, je me suis changé, moi aussi. Fait que là... Magie! En fait, la magie, c'est ça qui est le fun du podcast, c'est qu'on peut dire un peu ce qu'on veut parce que c'est pas... C'est sur Internet puis c'est pas régi par grand-chose. Exact. Disons qu'on a fait deux podcasts chaise musicale un peu. Là. Moi puis Fred, on a pris un peu plus de lead. Là, on échange les chaises. Là, on est plus tranquille un peu. Là. Ouais. Fait qu'on est avec Fred, qui est un pro sauvagine. On est avec Pat, qui est un pro arme à feu, puis pas mal tout ce qui est conseil de chasse, parce que tu travailles chez l'Underosport. Exact. C'est bon. Puis aujourd'hui, Pat, c'est toi qu'on cuisine, parce que quand je suis allé te voir au magasin, tu t'es mis à me parler des nouveaux calibres, des calibres qui étaient plus à la mode, des calibres qui étaient comme moins à mode ou en voie de disparaître. Puis ça m'a bien gros allumé. Fait que j'aimerais ça qu'on en reparle un peu. Puis si t'es prêt, là, on starterait ça direct de même. Je veux que tu me parles des calibres montants ou les nouveaux. Est-ce que ceux qui sont comme plus le fun ces temps-ci? Est-ce qu'on parle seulement chasse ou est-ce qu'on inclut le tir sportif là-dedans? Carte blanche. Hey, c'est-tu quoi, le blanche. Hey, moi, je dis non, parce que le tir sportif, là, je veux qu'on se le garde peut-être pour un autre épisode, parce que c'est souvent comme le mal-aimé de tout ce qui est chasse, parce que c'est pas de la chasse, mais il y a beaucoup de monde qui le pratique. Fait que peut-être qu'on va revenir une troisième fois pour le tir sportif. Okay. Fait que vas-y comme je suis quand même obligé de faire la parenthèse, parce qu'il y a 2 ans, environ 3 ans, Ornadi est arrivé au front avec deux nouveaux calibres, qui est le 6.5 PARC et le 30 PARC. PARC stands for Precision Rifle Cartridge. Donc, à la base, c'est deux calibres qui ont été imaginés, revampés, concoctés pour le tir à longue distance. Mais, à cause de leurs belles caractéristiques, c'est sûr que le chasseur ou les chasseurs se sont appropriés le calibre. Puis là, on voit l'émergence de munitions chasse arriver en tablette de ces deux calibres-là. Donc, deux calibres montants, deux calibres qui frappent très fort au niveau balistique. Donc, ça, c'est les deux nouveaux. Il y a quelques années, peut-être 2, 3 ans, 4 ans, max, si ma mémoire est bonne, Nosler nous avait pondu une série de calibres à eux, qui avec le 22 Nosler, 26 Nosler, 27 Nosler, 30 Nosler, 33 Nosler. Évidemment, les chiffres sont associés au diamètre du boulet. Donc, une 30 Nosler, c'était un calibre, je vais dire magnum, mais propulsé à une ogive de calibre 30, donc 7,62 mm. Puis 28 Nosler, c'est un boulet de 284 mm, donc 7 mm. C'était des gros calibres un peu comparables aux 300 Remington Ultramag, 7 mm Remington Ultramag. C'était comme des versions 2.0, si tu veux, améliorées avec des petits angles un peu partout. OK. Enfin, ça peut être un gibier du même gabarit, mais que tu mets 3-4 fois plus loin que le chasseur standard aurait pris la shot. C'est des calibres, des fois, qui sont, je vais dire, adaptés aux chasses en montagne pour les mouflons, d'un pic ou d'une crête de montagne à un autre, où il y a des distances de 600-700 mètres. Donc, c'est des calibres qui se sont appropriés cette niche-là. Voilà. OK. Puis, si je reviens, mettons, là,
Parce que là, t'es as dit vite, de ceux qui ressemblent au 7 mm, les nouveaux, c'est lequel, ça? Que la compagnie Nosler, qui fabrique des munitions et des armes à feu, soit dit en passant, ont commercialisé. Mais autant on a vu un engouement très instantané pour cette munition-là ou ces calibres-là, parce que, mon Dieu, que c'était puissant et très linéaire. Bref, il y avait plein de beaux attributs. Autant, depuis un an et demi, nous, on voit pas vraiment de demande. Par contre, on ne peut pas nécessairement dire que ce que je vois ici au magasin, c'est représentatif de toute la province ou de tout le Canada ou de tout l'univers. La réalité de la chasse, ça varie d'un continent à l'autre, d'une province à l'autre, puis dépendamment de la topographie de la province, puisque tu chasses. Mais nous, ici, on s'aperçoit que ces calibres-là, ça a fait un feu de paille. C'est pas mort, mais Colin, qu'on s'en fait pas demander, tu sais. OK. Puis tes calibres, mettons, qui sont les plus populaires, là, je dirais qu'on a au Québec, encore là, ça serait quoi? Beaucoup de chasseurs qui travaillent avec les vénérables. Donc, les calibres que monsieur tout le monde va connaître parce qu'il est chasseur, puis blablabla. 2,70 Winchester, 30,06, 308, 300 Win Mag, 7 mm M Mag, and so on. C'est des calibres, ça fait des décennies qu'ils sont en place, qui récoltent annuellement des dizaines et des centaines de gibiers partout sur le continent. Ils ont une longue historique au niveau de la chasse, du tir. Ceux-là, je les appelle les vénérables parce qu'ils sont là depuis longtemps, puis on voit pas encore le moment où ces cartouches-là vont s'essouffler. Même si des fois, ils sont poussés dans le péteur par des nouvelles arrivées. Mais ils ont encore leur grand lot d'adeptes. Donc ça, moi, je pense que c'est des calibres qui sont appelés à rester. Fait que, tu sais, 30,06, 270, 300, 7 mm, c'est des choses qu'on vend beaucoup en magasin. OK, parfait. Parfait. Avant qu'on aille plus loin, puis que j'oublie. Ouais, vas-y, Fred. Moi, j'ai une question par rapport à la nouvelle 6.5 Creedmoor ou c'est-tu juste parce que ils avaient besoin de vendre plus d'armes, fait qu'ils ont sorti une nouvelle bébelle pour que le monde dise « Ah, wow, ça me la prend » ou elle a vraiment des particularités spéciales mieux que les autres? C'est ça que je me demande. Ou si c'est juste pour... La 6.5 Creedmoor n'est pas tant nouveau que ça. C'est une cartouche qui a été encore là mise sur le marché par Ornadi en 1997 de mémoire. C'est peut-être pas là, 2017. Non, ça fait pas assez longtemps. 1997. Donc, ça fait quand même un bout de temps que le Creedmoor roule sa bosse. C'est un 6.5 mm parmi tant d'autres. Les Européens nous chantent des carabines en 6.5 par 55. Il y a déjà des 6.5 par 2,84 qui sont des hybrides de 2,84 Winchester, qui est un calibre 7 mm, mais pas Magnum. Ils ont rapetissé le collet, ils ont mis un boulet de 6 mm là-dedans. C'est des calibres qui existent déjà, mais ça fait juste 2 ans. Encore là, le 6.5 Creed, c'est un calibre qui a été développé pour le tir de récréatif et le tir de compétition. Donc, il essayait de trouver ou de concevoir une munition qui allait avoir une excellente balistique, des qualités de vol super bien. On parle pas d'énergie puis de pouvoir d'abattage, là. On est à un niveau compétition. Avec moins de poudre, moins de recul. Donc, moins d'érosion, moins de chauffe du canon, moins d'érosion de la chambre, etc. Donc, c'est un peu pour ça que les balisticiens, chez Ornadi, ont essayé de plancher sur ça. Puis oui, ça a pogné. Parce que ça avait plein de belles qualités. Puis encore une fois, quand ça pogne au niveau du tir, les chasseurs tentent de s'approprier cette cartouche-là puis de l'amener dans leur milieu à eux. Ce qu'on a vu au début quand les gens ont tenté d'adopter cette cartouche-là, c'était ils essayaient de voir le miracle plus gros qu'il était. Balistiquement, c'est écœurant, ça fly, la balistique d'un 6.5 Creedmoor, qui est une cartouche qui fait peut-être 2 pouces 8 de long, versus une 300 Win Mag avec un boulet de 200 grains, c'est la même à 1000 verges. Mais on a le tiers du recul. On n'a pas la même énergie sur un gibier. C'est ça que les gens peut-être confondaient ou comprenaient pas. Ils voyaient d'excellentes balistiques, fait que là, ils s'imaginaient que tout d'un coup, ça allait faire des miracles à la même distance pour un orignal, le chevreuil et un coyote. C'est pas vrai. Le boulet, il est petit, il s'essouffle
plus rapidement en énergie. Donc, c'est pas vrai que ça fait la même chose qu'une 300 Win Mag aux mêmes distances. Non. Mais pour péter de la plate, faire résonner des plaques d'acier ou faire des trous dans du papier, c'est un très, très, très beau calibre. Soit dit qu'il a fait sa place dans la charte, par exemple. Okay. Ça, là, ce que tu viens d'expliquer là, tu viens de me faire comprendre quelque chose, là. Ceux qui suivent ces réseaux sociaux, là, les groupes de chasse, que ce soit Facebook ou Instagram, peu importe, il y a toujours des mèmes que les gars de 6.5 qui courent après le gibier puis qui sont obligés de faire du cardio parce qu'ils ne retrouvent pas le gibier. Puis je comprenais pas. Puis moi, je me disais, mais quelle guerre niaiseuse de... Moi, j'aime mieux ce calibre-là, puis ce calibre-là n'est pas bon. Puis j'étais comme, laissez-vous donc chasser tranquille. Mais là, ce que tu dis, c'est que ça n'a pas la même force d'impact sur le gibier. Fait que c'est certain qu'à 1000 mètres, on demande l'orignal, pas la même, on demande pas le même pareil, travail ça que je comprends. à un boulet quand on chasse que quand on tire ou quand on fait de la cible. Je reviens. Ben non. Oui, pas trop. C'est ça qui est dans son magasin chez l'André. Avec la clientèle ici, c'est beaucoup des choses qui se comprennent mieux. J'ai deux tableaux avec lesquels. Oui. Là, bon, ça paraît moins bien. Là. Donc, j'ai deux tableaux avec un ami à moi, un connaisseur qui avait pondu cet article-là avec ces tableaux-là, qui est ici, c'est l'orignal et là, c'est le chevreuil. Ce qu'il a décrit sur les lignes horizontales, c'est les calibres avec des poids de boulets, avec des distances. Eux se sont amusés à calculer, calibre par calibre, avec une certaine généralité quand même, l'énergie résiduelle avec le fameux chiffre dont tout le monde parle là, pour un clean kill à l'orignal qui est de 1500 livres d'énergie résiduelle. Donc, pour prendre le même tableau, souvent, tu sais, je m'en viens chercher des balles de 303, parfait, ben regarde, t'as 303 quand je me fie seulement au tableau, puis les mathématiques, ça me donne une distance d'à peu près 200 verges de portée maximale utile sur un orignal. Et là, si je m'en vais avec une cartouche tout au bas, qui est une, en fait, je pourrais prendre ici, juste en bas, 800 mètres, qui est une 300 Remington Ultramag, qui est ça ici, qui était quand même une cartouche qui a une quinzaine, vingtaine d'années d'existence, ben on est à 800 mètres. Je dis pas qu'il faut les prendre, les shots, à ces distances-là. On ne parle que de mathématiques, d'énergie, de calcul. Mais c'est un espèce de tableau référence pour dire, regarde, avec ta 30-06, puis un boulet de 180 grains qui est bien adapté, on a quand même 400 verges de portée utile avant de ne plus retrouver ce fameux 1500 livres d'énergie-là. Et le même tableau, ben, je l'ai pour un chevreuil. Donc, la bête étant un peu plus frêle, souvent, le même calibre, ben, il faut augmenter la portée sur l'animal. Tu sais. Moins d'énergie. Puis je suis curieux, mettons, là, 150 grains, c'est à 30,06, ça serait à combien sur ton tableau? 150 grains, 30,06. Je te dirais aux alentours de 400 verges. Écoute, si on va là sur le 400, donc à peine avant et à peine passé, on aurait les contenders suivants ou les contenders, comment on traduit ça? Bon, bref, en tout cas, les calibres se partageant le podium, là. 308 Winchester avec un boulet de 150 grains. On est un petit peu en bas du 400. 270 Winchester, c'est un calibre que je vous ai déjà parlé, qui était un de mes préférés, avec un boulet de 140 grains, à peine un petit peu au-delà du 308, pas tout à fait 400 verges. 6.5 Creedmoor, à cause de sa superbe balistique, on vient quand même mettre le nez là-dedans. Avec un boulet de 143 grains, on est à 400 pile poil. 308 Winchester avec un 165 grains, on se bonifie peut-être de 30-40 verges par rapport aux 150 grains. Puis 30-06 Springfield avec un 165, peut-être aux alentours de 410-420 verges. Puis là, ben, je peux descendre la liste pendant un petit bout de temps aussi, là, pour parler des calibres comme les 26 Nosler et Oui. Mais une 30-06 oui, on parle toujours de à 400 verges, ça commence à faire loin pour l'arme. Là. Je le répète, c'est des mathématiques. Tu sais, bien avant de se fier ou de... En tout cas, je sais que moi, de ma carabine, là... est-ce qu'on a pratiqué assez pour réaliser ce genre de tir-là? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a travaillé des chartes balistiques? Est-ce qu'on a un télémètre pour prendre la distance exacte de notre gibier, se référer ensuite à notre charte balistique et faire la compensation sur une tourelle?
il y a bien des choses avant d'arriver à 400 verges plutôt que de t'es à peu près à ça, on va tirer à peu près au-dessus, puis là, bing, bang, pow, ça résulte souvent des animaux blessés. Je vous le dis, là, c'est que des mathématiques. On parle d'énergie. Ensuite, au chasseur de faire preuve d'éthique puis de s'adapter à ce que lui est comme tireur-chasseur. Ouais. Ouais. J'ai vu quelque chose passer. Ça me fait penser à ce que tu dis, là. Long Range Hunter, j'imagine que tout le monde connaît ça, là. Exactement. Sur l'île Perrault. Ouais? Hey, tu le salueras. S'il veut venir au podcast, ça va nous faire plaisir. Mais lui, ouais, c'est ça que je m'avais dit. Lui, il faudrait essayer. Ça serait cool. On va essayer certains. Mais non. Mais il disait, le tir longue distance est une option et non pas une obligation. C'était quelque chose de même. Puis je trouvais ça tellement cool parce que, tu sais, lui, c'est comme sa business un peu, le tir longue distance. Puis là, je sais que dernièrement, il a récolté un orignal à fucking loin, là, genre 400 verges, quelque chose de même. Mais tu sais, c'est pas parce que tu vois ta débite 400 mètres plus loin qu'il faut que tu tires dessus. Le manque d'expérience n'est pas comblé par un calibre. T'as le droit de te rapprocher, là, c'est correct. Qui grossit 17 fois, tu sais. Passer du temps derrière de son gun, apprendre à connaître notre arme à feu, le breaking point de notre... ou excusez les anglicismes, c'est à 45 heures de même par semaine. Donc, le point de rupture de notre détente qu'on connaît par cœur, tu sais. Développer notre mécanique de tir. Donc, on sait quand on expire, on arrive à tel endroit dans notre expiration, puis le coup est déjà parti. Fait que, tu sais, oui, c'est exactement ce que M. Lefebvre dit. Ça devrait être une option et non pas une obligation parce qu'on a acheté le calibre dernier cri, puis notre calibre s'y rend. Nous, en tant que tireurs, on a pratiqué assez, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est la très belle unité, Fred, c'est tout à ton honneur. Parce qu'elle sait mieux que moi. Mais c'est correct, ça? C'est carrément ça. C'est pas gênant. Bravo pour toi, puis bravo pour elle. C'est ça. Oh, ouais. Ben, je suis pas surpris de ça, les gars, parce que des fois, l'homme va se donner trop de pression et de mathématiques, puis des fois, c'est sans jugement quand je dis ça, mais la femme, côté tir, va se poser moins de questions et juste se laisser aller, et ça va être souvent la méthode gagnante, là, tu sais. Ma blonde avec son premier chevreuil à l'arbalète, là, tu sais, quand la bébite arrive, t'es sur le bord de tirer, tout le monde est un petit peu nerveux, puis là, faut que tu prennes ton souffle, puis OK, c'est beau comme tout va bien aller. Puis, en tout cas, la majorité du monde, ben moi, c'est comme ça. Puis elle, le chevreuil est arrivé. Ben, en fait, on est rentré le matin à grosse noirceur, pas fait de bruit. On a fait ça comme faut. On s'est assis, puis ça prend 3 minutes. Puis, hey, il y a un chevreuil. Ben oui, il y a un chevreuil. Puis là, on avait le droit à femelle, fait que c'était sa première. Ah ouais, let's go. On s'est installé. Clic. Le chevreuil est allé tomber 20 mètres plus loin. Puis là, elle me regarde, elle dit, c'est tout? Ben, c'est ça. Hein? Bravo. Zéro hésitation. Il n'a pas pensé à 1000 X à la bonne place. Puis c'était terminé. D'un calme. Comme tu dis, Marc, il se pose moins de questions. Ouais. D'un calme. Fait que, il ne faut pas que je fasse de niaiserie parce que c'est clairement une tueuse en série. Je vous dirais qu'avec ce que moi, je vois au magasin, avec l'expérience que j'ai comme officiel de tir jadis au club de tir de Saint-Jacques-le-Mineur, en ayant moins fait de la compétition de tir au pistolet, puis en côtoyant des femmes, tu sais, ici, au champ de tir, ils n'ont pas cette espèce de challenge viril-là à l'intérieur d'eux autres, tu sais. Je ne sais pas, c'est un peu ouba bouba, là. Nous autres, on est des gars, on est des chasseurs, tu sais. Là, on connaît ça les guns, on n'a pas peur de ça. Ouais. Les femmes arrivent. Les femmes sont, en général, les des filles, fois plus naturellement craintives de cet objet-là. Donc, le manipule peut-être avec un peu plus de soin que nous autres. Oh, on connaît ça. Puis, plus attentive au, je sais pas moi, tiens, écoute, place ton doigt comme ça, essaie de positionner ta main comme ça. Ils sont plus à l'écoute en général. Les gars, c'est comme, hey, connais ça, mais laisse-moi faire, là, tu sais. Fait que, écoute, j'ai une cliente qui a pas si longtemps venue magasiner une petite carabine. Elle a jamais chassé avec une arme à feu. Elle n'a même pas tiré à l'arme à feu. Et là, je lui explique un peu comment faire. Puis, les résultats au champ de tir, ça a été un groupe d'un demi-pouce à 100 verges sur sa 7e, 8e balle. Fait que, c'est sûr que, bon, tu sais, la bonne munition, une bonne arme à feu, la lunette, c'est une lunette de qualité qu'elle a choisie. Puis j'avais mauditement bien installé le télescope, comprenez-vous. Mais
Mais bon, tu sais, ça reste que c'est une néophyte en la matière, puis qu'après quelques minutes d'apprivoisement de la bête, ben, elle aurait quand même réussi à faire 3 trous en dessous d'un 25 sous, tu sais. Solide. Hey, j'ai envie de faire un cheers à toutes les dames qui chassent. On boit quoi à soir, Simon? De la bière. Santé, madame. Ça s'appelle Boathouse numéro 2. C'est de la brasserie Bas-Canada, qui, paraît-il, est une brasserie assez spéciale et délicieuse. Santé. Patrick, pendant que Simon est en dégustation, on t'a reçu il y a plus ou moins un an. Il y avait une question qu'on t'avait posée lors de ce podcast-là, puis j'aimerais faire un suivi un an plus tard. On était encore en pleine COVID il y a un an. Le manque, je te dirais, les ruptures étaient au summum. Pénurie de balles, on en était à des pénuries d'armes à feu de certains modèles. Un an plus tard, disons-le comme ça, on peut-tu commencer à dire qu'on est en post-COVID? Mais au niveau de l'approvisionnement des munitions, la disponibilité des armes à feu, tout reste encore très fragile, très lent. Les livraisons se font en petite quantité. Fait que, tu sais, c'est une tendance qui est généralisée, là. Je vais dire Dieu sait, mais mon boss sait qu'on est quand même un gros joueur au niveau des armes à feu de la chasse au Québec. Je pense qu'on a des belles opportunités de pouvoir s'approvisionner chez plein de beaux manufacturiers, mais ça reste extrêmement difficile. Fait que ouais, au niveau des munitions, des armes à feu, il y a encore... Ah ouais. On est encore un petit peu dans la misère. Présentement, écoute... Qu'est-ce qui est plus difficile à avoir comme calibre, mettons? Une boîte par client, les 300 WSM. D'ailleurs, on a reçu un arrivage. Ça faisait 10 mois environ qu'on n'avait pas eu de cartouche de ce calibre-là en magasin. Donc, c'est une boîte par client parce qu'on essaye de faire le plus de clients satisfaits. Wow, malgré que ça échauffe certains autres parce qu'ils voudraient ramasser tout le lot. Même chose au niveau du 270 WSM, on a eu un arrivage. Donc, j'ai une seule chose à proposer pour ces deux calibres-là. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand même. Oui, étonnamment, on a quand même pas mal de sauvageries qui viennent s'approvisionner chez nous. Puis, on n'a pas toutes les longueurs, pas toutes les grosseurs de baies, on n'a pas toutes les payloads. Donc, un once 1.8, un once 1/4, un once 3.8, un once 1/2, blablabla, and so on. Là, il y a bien des, d'autres on dit des SKU dans le jargon, mais des items qui sont manquants sur les tablettes. Là. Ouais. Hey shit, moi, il fallait que je me ramasse des balles. J'étais sûr que j'étais correct pour la sauvagerie. C'est 8 mois trop tard. Marcello, je vais aller magasiner pour en avoir assez pour la journée que tout, parce que il va m'en manquer. Et pas parce que je suis certain qu'il va y avoir beaucoup d'oiseaux, c'est parce que j'ai tendance à tirer à côté, fait que ça me prend plus de balles. Patrick, je vais reprendre une phrase de notre fabuleux PM du Québec. Est-ce qu'on va finir par voir la lumière au bout du tunnel? Ici, puis tu sais, ça reste des extrapolations, puis peut-être même fabulations de notre part. Moi, je pense qu'on en a encore pour possiblement un an là, à rattraper les vides ou les manques à combler au niveau des munitions puis de la disponibilité des armes à feu. Beaucoup de choses qui tombent special order chez plusieurs distributeurs manufacturiers, des choses qu'on trouve assez simples, c'est pas des guns pleins de plafla. Puis c'est ça. Mettons, au début de la pandémie, nous, on voyait les gens se garocher au Costco acheter du papier de toilette, puis le papier de toilette tombait en rupture d'inventaire. Nos chers amis américains, eux, décidaient de s'armer contre les possibles attaques de zombies et de vampires dues à la COVID. Donc, on a vu apparaître à peu près 20, 21, 22 millions de nouveaux tireurs, nouveaux possesseurs d'armes à feu en 2020 aux États-Unis. Évidemment, nous, on a vidé le papier de toilette. Eux ont vidé les munitions, donc c'est comme ça, tu sais. C'est vrai. Ça a créé quand même beaucoup de shortage. Puis, c'est pas nous qui les fabriquons au Québec, à part peut-être certaines cartouches de fusil pour la chasse à la sauvagine, mais tu sais, Fédéral, Nosler, on a dit, c'est toutes des compagnies qui viennent des États-Unis. Évidemment, le premier marché qui s'ouvre devant eux, c'est leur propre pays. Ils vont garder les tablettes, puis ben, par la bande, nous, on a des miettes, tu sais. Ben oui.
Fait qu'il y a une business opportunity, là, s'il y a quelqu'un qui veut se partir une usine de balles. Dû à plein de facteurs. Au Québec, là, ça peut être n'importe quoi. Nous, en magasin, tout ce qui est composante de rechargement, c'est une très belle... c'est super le fun de faire du rechargement. Monsieur, avez-vous des primers de amorce? Non. Avez-vous de la poudre? Non. Avez-vous des boulets? Très peu. Les compagnies sont au même stade que que nous, dans le fond. Ou en tout cas, à peu de choses près, ont bien de la misère à tirer leur épingle du jeu puis obtenir toutes les composantes pour finalement produire une munition toute assemblée et tirer. Donc, il n'y a pas tant d'opportunités à faire que ça. OK. Peut-être tu viens comme de péter ma prochaine question. Je me disais, si vous en avez plus, est-ce que le reloading peut être une bonne solution, une bonne option 2? Mais je pense que non. Parce que, mon Dieu, ça permet d'assortir une munition à notre arme à feu. Puis quand on fait les bonnes démarches, on arrive avec des munitions qui ont un potentiel de précision incroyable. Si on fait juste s'imaginer avec ce qui traîne comme composante, ben malheureusement, là, c'est moins facile qu'il y a 1 an ou 2, mettons. Mais c'est pas quelque chose qui va mourir. Tranquillement, quand on va revoir ou ravoir les produits en stock, oui, ça va devenir une très belle option pour quelqu'un qui voudrait s'y mettre. Là. Pour conclure le manque d'approvisionnement, on va reprendre une phrase à M. Legault encore. Ça va bien aller, les gars. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Est-ce qu'il y a un arc-en-ciel, là? Un collant d'arc-en-ciel à quelque part? Oh là là. Ne lui collons pas tout sur le dos, mais ça va bien aller. Vas-y, Fredo. Moi, justement, j'ai eu plusieurs in là-dedans. Les grosses compagnies ne sont pas capables d'avoir de poudre. Et la cartouche, le core qu'on appelle la poudre, bye-bye, il n'y en a plus, c'est disparu. Ils ont plein de la misère. Connaissez-vous Rahan? Il y avait un coup de lance. On va se mettre à l'arc. J'écoutais ça quand j'étais petit. Dispositif prohibé au Canada, mon cher frère. Je sais pas comment il s'appelle, mais il y en a un chasseur américain qui chasse. Oh oui. C'est vrai. Ouais. C'est noté. Il y en a un chasseur américain qui chasse au javelot. L'avez-vous déjà vu? Il met des... il est malade, là. Bon, il est particulier, c'est correct. Mais ça a l'air écœurant. Il met des caméras sur son javelot. Puis là, il est parfait dans l'arbre. Il drop ça sur la bébite. Puis là, tu vois le footage, la vidéo de la bébite avec le javelot qui court. Ça a l'air... Je l'ai vu chasser un ours avec ça. Bon, j'écoute régulièrement le poste de chasse. Ce même chasseur qui te dit qu'il a chassé l'ours avec, c'était pas avec une sarbacane, justement? Assis dans un tas de branches? Cet épisode-là, c'est ça. Il shoot en bas. Puis la sarbacane, dans le même épisode, il fait des lièvres. Puis il y a toute la misère du monde. Puis là, je me dis, il y a plein de beaux mijotés de lièvres qui manquent sa shot parce qu'il tire avec de une paille, c'est comme force-toi puis il prend un gun. Mais bon, on n'est pas à la même place. Moi, je veux manger puis lui, je veux faire une émission de télé, là, c'est pas vrai. Mais Cortex 924 sur sa sarbacane. Ouais, c'est ça. Bon, pour vous ramener à l'ordre un peu, si j'avais à te demander, Patrick, vraiment, mettons, 3-4 calibres qui ont pogné de la popularité, disons-le comme ça, dans les 2 dernières années, tu me répondrais la 300 PRC, 6.5 PRC, le nouveau calibre que Browning et Winchester conjointement ont aussi mis sur le marché il y a 1 an. Puis là, tranquillement, pas vite, nous, on est en train de le voir apparaître sur la tablette. C'est les nouvelles 6.8 Western. Donc, grosso modo, ils ont décidé de troquer le calibre 270 WSM qu'ils ne produisent plus. En tout cas, Browning et Winchester ne chambrent plus de carabines dans ce calibre-là. Et ils ont décidé de travailler conjointement avec des manufacturiers de boulets pour faire une 270 High Ballistic Coefficient. Donc, maintenant, ils ont fait travailler Nosler et Berger de mémoire pour faire fabriquer des boulets de calibre 270. Très long, très lourd, avec une balistique de fou. Mais les 3 calibres de l'heure, je te dirais, là, autant chasse que tir sportif, 6.5 PRC, 300 PRC et 6.8 Western. OK. Puis écoute, là, j'aurais une question d'opinion. Je veux vos opinions à vous trois.
est-ce qu'on va vivre assez vieux pour voir la disparition du boulet WSM? Je viens de dire que présentement, la compagnie fondatrice du WSM, qui est Winchester Short Magnum, Browning et Winchester, parce que c'est la même compagnie, ne chambre plus de 2,70 WSM au profit de leur nouveau calibre, le 6.8. Donc, Tikka continue de chambrer, il y a d'autres manufacturiers qui continuent d'offrir ce calibre-là, mais d'après moi, ça va être le premier des deux à cruellement se vider de son sang. 300 WSM, je ne le sais pas encore. On voit encore des manufacturiers haut de gamme comme Cadex ici qui vont offrir des chambrages en 300 WSM. Donc, j'imagine qu'ils font des études de marché et de longévité pour offrir à leurs clients des carabines de prestige et de très haute qualité avec ce chambrage-là. Mais je pense que le 2,70 va être le premier à partir dans les prochaines années. Fredo, ton opinion? On va-tu le voir disparaître? J'ai jamais vu le besoin, moi, d'avoir cette cartouche-là. J'ai une 300 Browning bien ordinaire. Probablement une Winchester Mag. Ma 300, c'est une 300... Ouais, mais le calibre... Mag? Ouais, c'est la Browning. La Browning Hell's Canyon Magnum, ouais, ben, avec Win Mag. Moi, 150 grains, la core lock, ça a tout le temps tombé. Fait que j'ai jamais eu besoin d'acheter plus. Ben, dans le fait, il a fallu que j'en achète 2 parce que ma blonde m'a piqué ma première. Fait que on en a déjà parlé de cette technique-là dans un podcast sauvagine. Avoir une blonde. Parce que sinon, tu arrives à ta cage, tu as des balles de 30,06. Pour ta 300, là, tu fais « Ah non! » Voilà. J'ai acheté 200-300 puis le problème est réglé. Exact. Simon, le WSM va-tu s'accrocher selon toi ou va céder à l'oubli? Écoute, d'après moi, ça va être de plus en plus dur à en trouver, mais parce qu'il y a tant de monde qui en ont, qui ont la carabine, il y a un marché pour la vendre, là. C'est pas tout le monde qui il n'y a plus de munitions, je vais m'acheter un autre gun. C'est cher, ça, là. Fait que d'après moi, il va y avoir un marché, mais je pense qu'il va être difficile à trouver. Là. Tu pourras pas nécessairement trouver la marque que tu veux, mais comme Pat disait, certaines compagnies vont continuer à le faire et ça va se faire comme ça, mais je vais écouter ça parler puis je vais regarder ma bonne vieille 3006. On a quand même des boîtes de munitions de calibre qui sont, tant qu'à moi, pas obsolètes, mais qui sont disparus des râteliers d'armes à feu modernes depuis les belles lurettes. Là. Tu sais, 2,64 Win Mag, ça n'a jamais pogné. Mais ils font encore des munitions. Sauf que tu peux pas avoir 25 choix de munitions. Tu as 1 ou 2 choix. Donc, à un moment donné, ça va peut-être être ça qui va être la problématique d'un calibre courant ou abandonné. C'est que là, au lieu d'avoir 30-35 choix de disponibles pour essayer de trouver ce qui est le mieux dans ta carabine, ben, tu auras le choix de 3, 4, 5 munitions. Puis, c'est ça. Donc, les manufacturiers, quand ils voient qu'il y a moins d'engouement, ben, ils abandonnent certaines lignes de produits. Là. Quand même. Question pour suivre un peu là-dessus. Les calibres qui sont plus bons, mettons, là, tu sais, que plus personne n'achète, les perdus, là, tu sais, que vous avez dans vos racks, mais que personne ne veut acheter. On n'a pas vraiment de calibres que personne n'achète. Mais on a des calibres qui se vendent un petit peu moins, tu sais. 2 boîtes par année. Bonne plug pour ton magasin. Sport, Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est des affaires il y a des vieilles Savage. J'ai 99 à levier qui datent de 60 ans qui sont chambrés avec ça. Il y a encore des gens qui s'accrochent à leur vieille carabine parce qu'elle fonctionne encore bien. Puis ça fait tomber le chevreuil à tous les ans depuis 64 ans, tu comprends? Sinon, des choses comme je disais, 2,64 Win Mag, qui est une 6,5 mm, mais dans une cartouche de 300 Win Mag, ça a de la vélocité épouvantable, mais ça a été un flop de Winchester. Par contre, ils ont vendu des armes chambrées dans ce calibre-là, donc ils ne peuvent pas nécessairement abandonner tous les clients qui leur ont fait confiance sur ce calibre-là, puis dire, on n'en fait plus. Fait, tu trouves 2-3 produits pour ces calibres-là. 307 Winchester, c'est pas quelque chose qu'on vend beaucoup, mais de temps en temps, on a un client, il veut 2 boîtes de ça. Fait qu'il y a encore certains calibres qui existent,
6.5 Swedish, 6.5 par 55 Swedish, ultra populaire en Europe. Ouais. Ici, ben, ça vivote. Sanglier, cerf, puis ils vont bien Les autres, ils s'en servent là-bas pour le sanglier, puis le cerf rouge, puis ces affaires-là, je Automne après automne, aller tirer d'orignal, là. Ben oui. Si dans ta charte, t'es à la bonne place, ça marche pareil. Exact. Hey, j'ai une question qui a complètement par rapport, mais t'as dit un mot qui m'a allumé, puis je veux votre opinion à vous trois. Vous savez que le sanglier aux États-Unis, c'est comme une espèce nuisible, envahissante, tout ce que vous voudrez, là. Puis vous le voyez dans les émissions de chasse, les cabochats à plein cul, là, excusez-moi l'expression, là, mais il y a même des forfaits de chasse à l'hélicoptère là, pour les sangliers. Parce que je suis pas sûr que ça a l'air débile, mais je commente les deux. Je le ferais, mais je suis pas sûr. Parce que, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va avoir du sanglier au Québec sur le menu? Absolument. Ouais, vas-y, Fred. Moi, je suis entre Actonville et Richmond. Oui. Puis 1 à 2 fois sur nos caméras par année, on envoie. Oh oui. Oui. J'ai un chum junior que lui aussi, je les ai jamais vus. Je les ai jamais vus en live. Mais 1 à 2 fois pendant la nuit, on pogne un sanglier sur nos caméras. Saint-Chrysostome, les gars, qui est une petite municipalité, une petite ville à, je vous dirais, au sud-ouest du Québec. Il y a eu plusieurs cas recensés, dont aucun cas répertorié comme étant perdu sur un certain porto, qui serait justement des sangliers. Je vous dis pas, on parle pas d'une trentaine, quarantaine, des 2, 3 qui ont été même mises en photo, qui ont été sur des spotted Saint-Chrysostome, disons-le comme ça. J'ai vu ça aussi dans ce secteur-là. Oui, moi je vais aligner avec Fred. On va vivre assez vieux pour voir ça et avoir le droit de les chasser. Ah ouais. Souvenez-vous le dindon sauvage, messieurs. Là. OK, lui, on lui a aidé à s'implanter. Chose véridique. Mais il fut un temps quand même que le dindon sauvage, on en voyait un, j'ai connu ça, moi, arriver chez nous et m'exclamer à mon père, « Wow, j'ai vu un dindon sauvage, je te le jure. » À cette heure, c'est chose du commun. Je crois qu'on va vivre la même chose avec le sanglier. Ben écoute, il n'y a pas de frontière clôture entre notre pays et les États-Unis, là où il y a surabondance de cochons évadés, de cochons sauvages, wild hog plus. Eux appellent ça pas nécessairement du sanglier. En tout cas, c'est un cochon souvent d'élevage qui s'échappe et qui retourne à l'état sauvage. Mais oui, je pense qu'on est appelé à probablement voir ça arriver d'ici peut-être 5-10 ans, là. Je sais pas si le gouvernement rendu là voudra bien enlever ses œillères et nous permettre de le taper, là, mais quand ça commencerait à être problématique comme aux États-Unis, quand on verra encore des ravages dans les champs, les plantations, peut-être que là, on aura le droit, mais bon, je pense qu'on va voir quand même la bestiole s'implanter. Je vais faire 2 minutes de politique, les gars. Imaginez-vous si ils gardent la même gestion quand le sanglier va prendre un essor, s'ils gardent le même style de gestion qu'avec le chevreuil puis l'orignal en ce moment, ce qui veut dire à dormir au gaz, ça va être... Mais il va être malheureusement trop tard. Moi, là-dessus, en tant que chasseur, je vais m'en réjouir. Quand je pense à nos agriculteurs de saumon, eux autres, ils la trouveront moins drôle. Là. Je vais dire la même affaire. Là. Les agriculteurs, il faudrait qu'il y ait une clôture à la frontière. Mais pour nous autres chasseurs, ça a l'air fantastique. Puis j'aimerais donc ça à manger. Puis je sais qu'il y en a comme des places au Québec pour aller chasser ça. Là. Fermes d'élevage, des fermes d'enclos. Des fermes d'élevage, ouais. Puis où il y a du cerf rouge, puis du wapiti, puis des affaires de même. Mais tu sais, je trouve ça cher un peu. Là. En fait, c'est pas cher pour le service qu'ils donnent. Mais tu sais, si on est capable d'en avoir... 400$ pour un sanglier. Ouais. Exact, ça revient quand même. L'expérience, puis tout ça, puis l'infrastructure que ça prend, je peux comprendre qu'ils chargent tant. Mais en même temps... Comment ça vous coûte, les boys, un voyage de chasse à l'orignal? Il faudrait que j'essaie pour voir si ça vaut la peine ou pas. Là. Mais... 800-900$? Le gaz pour aller y aller. Moi, je vais passer le temps que je t'en disais. Mais mettons, là... C'est pas le même trip de chasse. On chasse dans une clôture, c'est un enclos. 1500$ par année. Mais à la base, je pense pas qu'on puisse
donner ou penser que c'est trop cher, 400$ ou 500$ pour de la bonne viande quand même, parce que ces animaux-là ont quand même une certaine liberté dans leur enclos, etc. Tu sais, si on calcule au prorata le prix d'une livre de bacon de sanglier d'élevage ou d'une livre, hey, c'est bon, il y en a que ça coûte, qui mettent 700-800$ de carottes par année pour le chevreuil. Le steak, il coûte cher au bout de la ligne. Ouais. T'as raison. C'est vrai. T'as raison, Patrick. Par contre, pour y avoir été au faisan, je vais m'expliquer. Mon confrère Sauvaginier a été généreux avec le 400$. C'est pour un rejeton, disons-le comme ça. Je vais te l'amener ailleurs, chose que j'ai pas regretté. J'ai un super de beau trip. Moi, je suis allé au faisan, pas plus tard qu'au mois de décembre, le 2 janvier. 35 faisans, messieurs, 960$. Fait que quand on parle, oui, il y a des sangliers à 400$, mais on parle vraiment d'un petit sanglier. Là. On parle plus des 6, 7, 800$ un sanglier, un mature, disons-le comme ça. Fred a été généreux un peu dans le prix. Là. C'est quand même dispendieux. Somme toute, c'est une très belle chasse, ouverte à tout le monde, sous aucun règlement, parce qu'on n'a pas besoin d'aucun permis pour aller là. Mais ça revient quand même dispendieux. Mais je sais ce que tu veux dire, Patrick. On est là facilement à se revirer de bord en disant que c'est cher, quand dans le fond, dans la nature, on va en mettre en masse. T'sais. Ben, ouais. Puis, savez-vous quoi? J'ai pris la note, là. On va faire un podcast là-dessus parce que je pense que c'est un sujet super intéressant qui n'est pas beaucoup parlé au Québec. Puis, je vais essayer d'avoir du monde qui ont des compagnies-là, là, de chasse en enclos, ces élevages-là, je sais pas comment on appelle ça, là. Je pense que ça serait cool parce que, puis il y a le débat aussi à avoir, à savoir si c'est une chasse, si c'est comme de la vraie chasse ou pas, parce que j'ai déjà entendu ça, que moi, ça n'a pas d'allure, t'es chasses en clôture, puis là, je me disais, ouais, mais il y a quand même le courage de participer à la mise à mort de la viande qui va manger, puis mais bon, je veux pas faire le podcast au complet, là, on s'éloigne trop du sujet principal qui était les armes à feu à mode puis pas à mode, mais c'est pas grave, pas en tout. Ça sera un autre podcast, la gang qui nous écoutez. Suivez-nous parce que celle-là, d'après moi, il va être le fun, il va être intéressant. Exact. Simon, tu me laisses-tu un dernier sujet pour Patrick? Chose que je me demandais, bien entendu, dans le cadre qu'on chasse la sauvagine, on a le temps d'élaborer bien des sujets. Patrick, c'est une question qui me revient souvent. La famille des calibres 30. C'est quoi, pourquoi, Marcello, c'est quoi la famille des calibres 30? Pourquoi on dit c'est la même gang? C'est le 30 représente quand on parle des calibres 30, on parle d'un diamètre de boulet identique. Donc, si je prends une 308 Winchester, une 30-06, une 300 Win Mag, une 300 PRC, une 300 Remington Ultramag, une 300 Savage, une 30-30. Ils ont toutes le même diamètre de 30-30. Donc, pas mathématiquement, mais on s'amuse, on pourrait enlever le boulet de cette 300 Remington Ultramag-là, lui, les interchanger puis les faire passer dans le canon parce qu'ils sont identiques en diamètre. Donc, ils font partie de cette famille-là. Maintenant, il y a la famille des calibres 2,84, les 7 mm 08, 2,84 Winchester, 7 mm Remington Mag, 28 Nosler, etc. Donc, on parle souvent de diamètre de boulet. Donc, c'est ça le calibre 30, c'est tout ce qui tire un boulet de 7,62 mm de diamètre. Bon, et voilà. Okay. Moi, quand j'entends 30, ça me fait passer à 30-30, là, avec l'affaire western en dessous, là, tu sais, que tu crains. Comment t'appelles ça? Action à levier, ouais. Ça, j'arriverais pas ça d'en avoir une, rien pour le clac-clac. Mais c'est bon. Oui, je vais t'appeler, Pat, si jamais je l'Aérosport, Saint-Jean-sur-Richelieu doit avoir ça en stock. C'est certain. Oh, Seigneur, les gars, c'est malade. Il y avait... Marcello, pour les calibres, on avait-tu fait le tour? Oui, on avait fait le tour. Il m'en reste une dernière, si tu veux y aller, ou bien l'autre, je peux repartir tout de suite. OK. Patrick, une autre chose dans le cadre de mes chasses, quand on discute de carabine et tout. Le fameux muzzle brake. Veux-tu me redonner le nom en français? Même moi, là, un muzzle brake, les gars. OK, on va y aller avec le muzzle brake, finalement. Continuez avec muzzle brake, s'il vous plaît. Un muzzle brake. Marcello, ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? Ça va être quoi? Ça a l'air que ça recule l'impact. Ça a l'air que c'est plus précis. Je te laisse élaborer ça. C'est un dispositif qu'on ajoute souvent au canon.
qui va rediriger les gaz de la combustion de la poudre vers un autre endroit que l'avant. Donc, on va prendre une partie de ces gaz-là et on va les laisser s'échapper par le dessus, par les côtés. Donc, ça va théoriquement, parce qu'il y a moins de gaz qui va vers l'avant, diminuer le recul. Pas du tout. Est-ce que ça diminue la portée de l'arme? Un French Bush, un muzzle brake qui est bien installé, qui est bien conçu, précision, ça ne diminue pas la précision. Ça peut l'améliorer et là, OK. Ça devient au tireur. En fait, le crédit revient plus au tireur lorsqu'il met un frein de bouche parce que le recul étant moindre, des fois, il y a moins d'anticipation, il y a moins de flinch sur la détente, on est plus détendu dans notre gun, on se laisse surprendre par la mise à feu. Ouais. Donc là, on obtient des meilleurs groupings. Mais c'est pas ça qui améliore le grouping. C'est ça qui diminue le recul, qui change le mindset du tireur, qui lui permet de faire des meilleurs tirs. Puis là, je vais faire une précision pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec ce que Pat mentionne étant le recul. Si vous chassez, vous savez c'est quoi le recul d'une carabine, mais tu sais, si vous écoutez ça et vous n'êtes pas certain, là, le recul, c'est le coup que la carabine te donne. La carabine est à côté dans notre épaule. Quand on tire, ça relâche l'énergie qui pousse le boulet par en avant. Puis la carabine va nous cogner dans l'épaule en arrière. Puis le flinch, c'est l'anticipation de ça. Tu sais que ça va fesser. Fait que tu donnes un petit coup par en avant avec ton corps comme pour le contrebalancer. Ce qu'il ne faut pas faire parce que ça va faire bouger la croix de ton télescope qui n'enverra pas le boulet nécessairement à bonne place. Donc, en ayant moins de recul, il y a moins de, si on veut, de peur que ça te cogne dans l'épaule, puis tu as moins à bouger. Là. Vas-y, Fred. Justement, ma femme tirait avec une 30-06, pas de muzzle brake avant. La 30-06 cognait plus que la 300 qu'elle tire maintenant avec un muzzle brake. Bon. C'est sûr, mais il y a un muzzle brake, elle tire de la 300 Magnum. Elle est toute petite, ma femme, là. Ouais. Le monde dit 300, ben, je tire avec la 150 grains, 300 est capable de le tirer. Parce qu'il y a un muzzle brake. Ouais. Est-ce qu'il y a des désavantages ça se passe aux oreilles un muzzle brake ou un frein de bouche? L'expulsion des gaz ne se fait plus que vers l'avant. Okay. Donc, le son ne se dirige pas que vers l'avant. Si je prends celui-là, par exemple, donc là, il faut imaginer que le canon arrive ici, et puis les deux, les ports d'éjection, les ports d'évent, les évents, ben, vont laisser s'échapper les gaz de façon latérale vers la gauche et vers la droite. Donc, c'est sûr que au niveau des oreilles du tireur, ben, il y a une augmentation, je vais dire notable, du bruit perçu. Parce que là, les gaz ne font plus que s'éloigner. Sur certains types de muzzle brake où c'est des muzzle brake radiales ou radio, c'est des trous qu'on voit tout le temps, tac. Là, bon, là, la pression, les gaz, ils sont sharp, ceux-là. Certains armuriers au Québec prétendent, puis là, je vais me faire garocher des roches peut-être, là, avoir désigné des freins de bouche ou des muzzle brake qui n'augmentent pas les décibels perçus. Mais bon, j'aime bien tirer avec des bouchons puis des coquilles quand je vais au club de tir parce que je te nettoie les tables voisines sur un crise de temps avec un muzzle brake. Par contre, en situation de chasse, de la vallée ou de la forêt, je trouve pas que c'est tant... Comment? Ouais. C'est ça, gars. Frédéric en a un en stock. Ouais, exactement. Descends-le un petit peu, Fred. Descends-le un petit peu, descends-le. Oui. Un full... Et ça, en tant que gars qui en a pas, là, moi, je trouve que juste au look, ça a l'air méchant. J'en voudrais une sur ma carabine, juste parce que ça... Simon, l'Anderospace Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, je sais. Mais là, ceux qui ont suivi, là, puis que vous avez écouté l'épisode de la Sauvagine, ça va me coûter 30 000 $ si je retourne chez l'Andero. Je peux pas y aller. Le podcast fait pas de sous, fait que non, ça va pas. Pas pour le moment. Ça va venir. Un jour, ça va venir. On va vivre du rêve. J'achèterai des bébelles. OK. Sinon, après cette plaisanterie-là, les gars, j'aimerais ça avoir... Oh, vas-y, Fred.
Je sais, Camo, je trouve ça écœurant. Ben, présente-nous la donc, Fred, parce qu'en fait, j'allais vous demander votre calibre fétiche, mettons, pour chevreuil orignal, ou si c'était la même, tu sais. Moi, je vais répondre parce que je l'ai dans la main, là. C'est une 300 Winmag Browning Hells Canyon avec un Swarovski. Swarovski, quand même, qui est une lunette de très bonne qualité. Ouais, très bon pad. Puis, oui, on disait le muzzle break. Simon, pour ta part? Ben moi, j'ai 2 carabines. J'ai la petite 22 qui m'a été donnée par la famille de ma blonde qui va servir à mes gars à apprendre à tirer. Mais pour la chasse, moi, j'ai ma 30-06. Puis c'est une extra vieille Parker L Safari Edition qui était toute défaite puis qui a été refaite à neuf par un armurier. Puis on met une belle crosse en bois blond. Mais on va se le dire, moi, pour l'avoir eu à côté sur mon épaule, ce carabine-là, tu l'as quand même un vieux char monté, là. Tu sais, tu l'as remis. Ah non, super. Par contre, si vous avez écouté le dernier épisode avec Pat, on aura appris que j'ai pas nécessairement le bon télescope dessus. Mais, en tout cas, pour ce que moi je fais, elle va très très bien. Les orignaux que j'ai tirés sont tombés, les chevreuils que j'ai tirés, les ours. Et j'ai même été au caribou. En fait, le caribou, c'est le premier gros gibier que j'ai chassé et que j'ai chassé avec cette carabine-là. Quand même. Puis les deux sont tombés, puis là, ben, il n'y a plus de caribou. Mais... Ça pourrait être un autre podcast un jour, je vous le dis, là, si je suis capable de pogner des gars qui avaient des pourvoiries de caribou dans le temps, on fera une émission là-dessus. Ça pourrait être, intéressant parce que je ne sais pas si vous y avez déjà goûté, c'est la meilleure viande de bois, selon moi. Puis j'en ai mangé pas mal, là. Celle-là est bonne. On n'a un pas d'accord en bas, mais on va aller justement, on va aller extirper le sujet. On va demander ses armes a priori. Patrick Chevreuil-Orignal. Le premier ou le deuxième, là. Cette année, je vais prendre le bois avec justement 300 PRC pour l'orignal. Et ne sachant pas si cette carabine-là chantera pour la mise à mort ou l'abattage de la dite bête, j'ai envie de me gâter puis de l'amener au chevreuil. Juste pour voir. Mais sinon, en temps normal, j'aurais probablement été avec ma petite Tikon 270 qui est un petit scalpel de précision. Puis j'ai vu à maintes reprises déjà là, quel travail ça fait, ce petit calibre-là. J'adore. Super. That's it. C'est bon, je te laisse conclure ça. Moi, j'ai pas encore réussi à piéger notre hôte. On lui a posé des petites questions. J'essaie. Lui, je me gâte quand on reçoit Patrick. Je me dis, lui, je vais finir par le piéger à quelque part. On finira bien par y mettre le pied dans le piège dans un podcast. Je finirai bien par avoir la question sans réponse. C'est en plein ça. Ce qui vous montre, c'est de ça que je veux qu'on parle. L'espèce de coussinet qui va au bout de la crosse de la carabine pour perdre l'épaule. Parce que moi, sur ma vieille Parker L, j'ai un bout de plastique dur de même. Ça me dérange. Ben, tu sais, je suis fait un petit peu plus épais. Fait que moi, ça me va, mais mettons, je la prêterais pas nécessairement à ma blonde. Pas certain que ça est en train de retirer avec. Ben, elle serait probablement d'accord, ta blonde me dit que t'es fait épais, justement. Ouais, elle me traiterait d'épais, ça dépend de... Habituellement, ça va bien, mais des fois, hein, c'est pas tout à fait parfait. Mais je veux qu'on parle des coussins anti-recul, puis c'est niaiseux, mais je savais pas qu'il y avait une si grande gamme. En général, sur les armes modernes, les compagnies ont tous leur petit recoil pad, tel Inflex, machin chouette, tel caoutchouc, blablabla. Mais il y a quand même toujours des modèles de remplacement. La compagnie la plus populaire, c'est qui fabrique là, du pre-fit et du grind to fit. Là, j'explique la différence entre les deux. Un pre-fit pad, c'est un pad qui a été fabriqué selon les normes pour remplacer un pad existant. Donc, tu enlèves le vieux, tu mets le Limb Saver, qui est cette compagnie-là ici, et puis, bang, tu as l'impression d'avoir un pad d'origine. Souvent, malheureusement, quoique Browning, Tikka et Savage font des bons recoil pads, clairement, ils se font quand même un peu torcher par Limb Saver. Au niveau de l'absorption de la mollesse du recoil pad, puis souvent, ça travaille mieux. Bon. Les grind to fit, eux, c'est quand on a des carabines qui vont peut-être être un peu plus vétustes, tu sais, comme la fameuse Parker L de Simon.
il n'y a pas nécessairement un remplacement. Donc là, il faut adapter un pad à une crosse. Et ce pad-là, ce qui nous permet de faire, c'est d'être sablé aux dimensions appropriées. Là, je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Donc là, j'ai un grind to fit medium en épaisseur, qui s'en fait des plus minces et des nitros là, qui ont 1,5 pouce carrément. Et là, ouais, comme ça, je pense qu'on le voit. On voit ici, il y a une petite ligne. Là. OK? Donc, ça, c'est la ligne minimale qui peut être sablée. Donc, nous, ici, chez l'Androsport, on a dans le backstore comme une petite machine shop. Et puis, on monte ces pads-là sur un... Pourquoi j'ai jamais les mots français en tête? Une rig, en tout cas, qui nous permet de le sabler et de la... Je sais pas c'est quoi les mots français. Donc, qui nous permet de l'adapter à la crosse. Il y a un petit procédé, là. C'est un peu long à expliquer, mais bref, on met ça sur la jig ou sur la rig. Puis, avec la crosse, on arrive à faire une belle finition en sablant le pourtour. Fait qu'on, quand même, on obtient l'angle. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est... Pour pas que ça dépasse de chaque bout de la crosse. Pas que ça dépasse. Ben non. Mais ça a quand même le bénéfice de pouvoir s'adapter à plein d'armes à feu qui n'en auraient pas s'il n'y avait pas les grind to fit. Voilà. Ouais. Oui. Le premier que je demande, ouais. Il y a celui que tu nous as montré, années, là, il y a un petit monsieur au Canada qui a dit, moi je trouve que Lim Saver font pas leur job comme il faut. Et lui s'est mis en tête de créer un pad dans lequel il y aurait du liquide. Donc, c'est un pad qui est rempli. C'est pas de la mousse alvéolée qui va être molle. Il y a du jus à l'intérieur. Ce pad-là, ça s'appelle le Falcon Strike. C'est un brevet d'ici, du Canada. C'est distribué maintenant planétairement. Puis, si on regarde les chiffres, je vais être obligé de lire parce que je ne m'en rappelle jamais par cœur, mais on dit 80% moins de recul, 35% moins de muzzle lift, donc moins de... le bout de notre carabine lève moins, 25% moins de peak force, je ne sais pas c'est quoi. Puis rock back, donc le mouvement du tireur, il serait 35% diminué. Pour l'avoir essayé à quelques reprises, my God! Oh, j'en apprends une, moi, là. Non. Oui, Marcello? Ah ouais, hein? Je pense à ma conjointe quand je vois ça. On peut-tu poser ça, mettons, sur un petit Beretta 300? Ou si on parle vraiment des pads pour des carabines? Ici, une liste en PDF de plusieurs modèles d'armes. Aussi. Ouais. OK. Bon, on doit pas être loin du compte. Ouais. J'ai une question, moi. Je suis limite, ça c'est pas ma question, là, mais ça va venir après. Je suis limite en train de me convaincre parce que là, tu dis en plus que ça rallonge la crosse, moi, avec mes grands maudits bras.
c'est quasiment l'avantage. La question, c'est, est-ce que, mettons, je m'imagine, là, fin de la saison de chevreuil, là, il commence à faire fret, puis il fait en bas de 0, etc. Et s'il y a du liquide dedans, c'est-tu quelque chose qui est fait pour geler, ça? Si je vois tout. C'est Simon qui l'a eu. Ah, on l'a enfin eu! Seigneur, genre, viens pas. C'est le même silicone qu'ils mettent, ça gèle pas. OK. C'est bon. Seigneur, ça me tente, cette patente-là. Là. Oui, moi avec. Ben, j'y pense pour ma conjointe, moi, justement. Ben oui. Ouais. Ben oui. OK. Bon, je te laisse avec le ou les mots de la fin si tu veux frapper le sujet. Malheureusement, oiseau de malheur, je dois arrêter le chronomètre dans les prochaines minutes. Je te laisse gérer la fin. Ben non, que ça nous tente pas, mais on se fait chicaner à pas en faire des trop longs. Je te laisse les dernières minutes. Fred, si tu veux revenir, il y en aura d'autres aussi, c'est cool. Moi, j'ai fait le tour de ce que je voulais parler aujourd'hui. Pat, encore une fois, merci beaucoup de ta générosité, de tout ce qu'il y a dans ta tête, de nous le vomir. C'est rare que j'apprécie quand les gens vomissent, mais là, c'est fantastique. Fred, merci beaucoup d'avoir été là. Marcello, merci. Merci à toi. Je veux prendre 2 secondes pour... Je sais pas si je vous l'ai montré. Ça, c'est bon. Ça s'appelle Boathouse numéro 2 puis de Bas-Canada. Là, je l'ai juste présenté, je l'ai pas dit. Il était excellent. Je vais prendre un petit 30 secondes pour dire merci à Atelier QG de Trois-Rivières qui font toutes les chandails de Québec Hunter. J'ai lui celui que j'avais dans le dernier podcast aussi. Merci beaucoup les gars et les filles là-bas. Vous faites un super travail. Les chandails commencent à sortir. Merci aux gens qui les achètent. Ça fait quelque chose parce que Québec Hunter, j'ai parti ça tout seul, assis dans mon divan quand j'avais les 2 genoux dans la glace après m'être fait opérer. Puis là, ben, ça monte puis c'est hot. Fait que merci à vous autres. Atelier QG, merci de rendre tout ça possible. Brigade Web de monter la vidéo que vous regardez en ce moment, c'est Brigade Web qui l'ont monté. Ils font un super job. Fait que merci à vous autres. Puis Marcello, Fred, puis Pat, merci beaucoup d'avoir été là. Je trouve que ça a été un super podcast intéressant. On est parti à gauche pas à droite, mais on s'en bat, c'est ça qui est drôle. Fait que, messieurs, j'espère que je vous dis à la prochaine. Puis à tout le monde qui écoute, ben, ciao. Salut bien les boys, bonne saison. Salut, oui, Landeros Sport. Landeros Sport, Saint-Jean-sur-Richelieu. Allez voir Patrick, juste jaser avec, ça va faire votre journée. Ouais. Un gros merci à tout le monde les boys. Salut.